Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder plusieurs sujets. Dans un premier temps on va parler de recomposition corporelle et de nutrition, de métabolisme ralenti. On va éclaircir un peu tous ces termes. Mais j'ai une question qui m'a été envoyée qui est extrêmement pertinente et qui selon moi concerne énormément de personnes. Donc restez connectés, il y aura beaucoup d'informations qui vont être partagées. Dans un deuxième temps on va parler programmation. Programmation pour les athlètes. Comment intégrer des entraînements en salle de sport pour ne pas en faire trop pendant la saison. Plusieurs questions qui m'ont été envoyées également à ce sujet-là. Donc je vais y répondre. Je le rappelle, j'ai dans les show notes, donc dans la description, un lien. Vous pouvez cliquer dessus et poser votre question. Il n'y a pas de limite de caractère, peu importe où vous visualisez tout ça ou écoutez tout ça. Dans ma bio Instagram également, vous cliquez dessus, vous tapez votre question et j'essaie d'y répondre dans mes différents podcasts ou mes différentes vidéos. C'est toujours pertinent et après tout, je suis là pour vous aider. Donc commençons directement par le premier sujet du jour. On va parler nutrition et recomposition corporelle. Donc il y a deux questions qui étaient très pertinentes. La première question qui m'a été envoyée par la personne en disant la chose suivante. Bonjour, ma question concerne le déficit calorique. Mon corps a subi un dérèglement au niveau du métabolisme vu que je n'ai jamais vraiment calculé les calories de mes repas et que je me suis astreint à différents régimes avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui à 50 ans et après avoir pris du poids dû à une année compliquée au niveau santé et psychologique, j'ai décidé de changer complètement ma façon de procéder. Je souhaite perdre 20 kilos, mais c'est plutôt l'aspect physique, le nombre est juste une indication. Je souhaite perdre en graisse et prendre du muscle. Comment dois-je procéder? J'ai besoin de votre aide. Combien dois-je consommer de calories par jour pour une femme de 50 ans qui fait 3 fois par semaine du renforcement musculaire à environ durant 45 minutes, d'après ce que j'ai compris, et 2 fois EMS. Alors j'ai aucune idée de ce que ça veut dire EMS, j'imagine que c'est peut-être électrostimulation, et une fois du cardio pendant 45 minutes. Merci. Et une deuxième question qui m'a été posée également, qui allait un peu dans cette direction, en gros c'était est-ce que je dois commencer plutôt avec une prise de masse ou alors je dois commencer avec une sèche. Donc on va répondre un peu à tout ça, on va décortiquer tout ce qu'il y a à décortiquer. Alors la réponse, c'est simple, tu fais X. Non, je rigole, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a plusieurs cas qui vont se présenter à nous. Déjà, j'aimerais décortiquer la première question qui m'a été posée. Donc on a une dame de 50 ans, peu importe. Hein, le sexe a son importance simplement pour un calcul de calories. C'est quelque chose à prendre en considération. Mais autrement, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe l'âge que vous avez, tout ce que je vais dire ici, ça s'applique en tout temps. Déjà, je tiens à souligner un truc qui est très important, qu'elle a dit qu'au final, les kilos qu'elle cherche à perdre, c'est qu'une indication. Et c'est vraiment le bon état d'esprit parce qu'au final, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'aspect esthétique, le visuel, ok? Donc c'est bien d'utiliser des kilos simplement pour avoir une idée, d'accord? Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est l'aspect esthétique. Donc, on doit garder ça en tête. Et d'après ce que je vois, le split d'entraînement a l'air correct. Donc, il y a 3 fois de l'entraînement de musculation, 1 fois du cardio et 2 fois de l'EMS. Encore une fois, on va partir sur l'idée que c'est de l'électrostimulation. Donc, si je devais changer un truc, ce serait ça. L'électrostimulation, poubelle, et on remplace ça avec une autre séance de muscu ou alors de cardio en fonction du stade dans lequel on se trouve. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Première chose aussi sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que la personne a fait des régimes, donc elle a perdu du poids, des fois ça a fonctionné, ensuite elle a repris du poids, d'après ce que je comprends ici, j'ai entamé plusieurs régimes avec plus ou moins du succès, donc c'est le classique, tout le monde est passé par là, ok? J'ai perdu du poids, je l'ai repris, j'ai essayé un autre régime, j'ai essayé ensuite le régime de ma pote qui elle a perdu du poids, et puis ensuite j'ai repris du poids, etc. Donc au final, tous ces régimes ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que le principe le plus important, ou l'idée la plus importante quand on entame quelque chose, c'est l'adhérence. Est-ce qu'on arrive à soutenir? Est-ce que c'est soutenable tout simplement sur le long terme? Est-ce qu'il y a une stratégie vraiment où on cherche simplement à aller vite perdre du poids? Sachez que lorsqu'on fait ça, ça rebondit souvent dans la direction opposée, on reprend du poids. Et ce qui est vicieux, encore une fois, je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos depuis, ça fait 3 ans maintenant, que lorsque on fait des régimes de cette façon-là, où on perd du poids rapidement, et bien lorsqu'on reprend du poids, ça devient encore plus compliqué parce qu'il y a plusieurs mécanismes dans notre corps, j'en ferai une vidéo éventuellement, où ça devient encore plus compliqué de perdre du poids à chaque fois. Et c'est pour ça qu'après chaque régime, ça devient encore plus difficile, plus pénible, etc. Donc on veut faire les choses bien et on veut être vraiment stratège lorsqu'on travaille avec ce genre de personnes. Et sachez que la plupart de notre cas, moi je fais du coaching en ligne depuis des années et avec ma team, et je dirais que franchement ça c'est 90%
des clients avec qui on a travaillé pour la recomposition corporelle, c'était ça. C'était déjà rééquilibrer le tout, faire en sorte de développer une bonne relation avec la nourriture, savoir exactement ce qu'on consomme et comment entamer justement le tout pour rétablir une base normale et ensuite entamer une perte de poids. Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête, ok, lorsqu'on a fait ces régimes va-et-vient, c'est qu'il faut oublier cette idée de vouloir passer par ok, je vais précipiter les choses et je vais cracher en 2 mois, j'ai fait un régime, en 3 mois, j'ai fait un régime. Ça fonctionne absolument pas comme ça. Là, il faut voir vraiment les choses sur le long terme. Et de manière générale, avec ses clients, on leur dit toujours qu'on va viser au moins les 9 mois pour essayer d'avoir un aspect visuel où on se dirige vers où ils veulent aller. En une année, on arrive à faire de belles choses. Pendant les premiers 6 mois, c'est presque c'est conceptuel, les termes qu'on va utiliser ici, du rééquilibrage alimentaire. Et je vais expliquer un peu tout ça. Donc lorsqu'on parle de métabolisme ralenti, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'imagine que c'est ce qu'elle a supposé ici, c'est un terme qu'on utilise souvent. C'est pas vraiment... c'est un terme qui est conceptuel. Dans l'industrie, il y a beaucoup de termes qui sont conceptuels et les nerds se fâchent dessus, disent oui, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Oui, on a compris, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais conceptuellement, ça aide la population lambda à comprendre ce qu'on cherche à dire ici. Donc ce qu'on cherche à dire lorsqu'on parle de métabolisme ralenti, c'est-à-dire que normalement il y a une base, on a ce qu'on appelle notre métabolisme basal qui représente la dépense énergétique pour que toutes les fonctions du corps voilà, tout se passe bien correctement. Ça demande une certaine quantité d'énergie. Et lorsque on entame des régimes assez restrictifs, et bien ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment ce métabolisme basal, et bien il va se réduire. Okay, donc imaginons qu'avant notre métabolisme basal était de 2000 calories. 2000 calories c'est ce qu'il fallait pour que tout fonctionne bien dans notre corps. On a fait plusieurs régimes, on a craché, on a fait des régimes à 800 calories, des trucs hardcore. Et bien maintenant, notre métabolisme basal, il s'est dit, moi j'arrive à fonctionner avec le peu que tu m'as donné, j'arrive à fonctionner avec 1500 calories. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc c'est ce qu'on entend par métabolisme ralenti. C'est simplement une adaptation, mais cette fois-ci, c'est une adaptation à la baisse. Et bien entendu, lorsqu'on a cette adaptation à la baisse, et bien on arrive très rapidement à excéder le poids, enfin la consommation calorique pour avoir une base, ok, enfin une maintenance, d'accord, parce qu'avant juste notre métabolisme basal, sans compter les activités externes, sans compter le sport, etc., eh bien, on avait 2000 calories déjà de base. Tu rajoutes encore un petit peu, ok, on est à 2300 calories, on prend pas de poids, on perd pas de poids. On crache tout ça, on se retrouve avec ce métabolisme ralenti, je mets ça entre guillemets ici. Eh bien, là, à 1500 calories, tu rajoutes un petit peu, allez, 1800 calories. Donc là, maintenant, avant, à 2000 calories, on prenait pas de poids, éventuellement, on perdait un peu du poids. Là, à 2000 calories, on prend du poids. Donc, vous voyez ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire quand on parle de métabolisme ralenti. Encore une fois, c'est conceptuel, c'est pas exact comme terme, mais c'est pas important, c'est pour qu'on comprenne les choses, ok? Donc, déjà, le premier truc à faire, c'est ça, c'est comprendre qu'éventuellement, on est dans cette position-là. Donc, comment je procéderai avec ce genre de client, de cliente? Ici, la première chose à faire, c'est que je demanderai, et si c'est votre cas, de traquer vos calories, de traquer les calories de cette personne pendant 7 jours à 10 jours. Donc pendant 7 jours à 10 jours, on va essayer d'être le plus religieux possible sur le tracking des calories. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une maintenance. Parce qu'autrement, on fait les choses au pif. Donc là, je sais que si je maintiens l'alimentation que j'ai à l'heure actuelle, je prends pas de poids, je perds pas de poids. Donc ça va me permettre de déterminer exactement ma maintenance calorique. Ok, j'ai traqué tous les jours en moyenne, j'ai fait la moyenne au bout des 7-10 jours et je consomme environ, allez, 2500 calories. 2500 calories, moi en tant que coach, je sais, 2500 calories, c'est où je perds pas de poids et je prends pas de poids. À partir de là, j'arrive à me positionner. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de me comparer à la norme, à la moyenne. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il y a des équations aujourd'hui qui nous permettent de déterminer ce qu'on devrait, entre guillemets ici, ou ce que la moyenne devrait consommer en termes de calories pour notre âge, notre sexe, notre activité physique et notre taux de masse grasse. Donc il y a des calculateurs sur le net, vous pouvez aller checker tout ça. Il suffit simplement de rentrer toutes ces informations-là et vous allez avoir une moyenne. Il y a différentes équations qui sont proposées. Vous pouvez faire une moyenne de ces différentes équations. L'équation Mullers, c'est celle qu'on utilise souvent et l'autre, je ne me rappelle plus du nom maintenant. Okay, donc quoi qu'il en soit, vous allez avoir une équation. Donc imaginons que je mette les informations de cette personne, elle a 50 ans, c'est une femme, elle fait 3 fois par semaine des entraînements, 3 à 5 fois. Ok, bam, ça va me donner normalement, cette personne-là devrait consommer 3000 calories. Ok, 3000 calories pour sa maintenance. Or, on a traqué précédemment sa maintenance qui était de 2500 calories, disons. Ok, donc là,
j'ai déjà plusieurs informations. Okay, donc, si on revient un peu en arrière sans faire l'analyse dans un premier temps, ce que je vois, c'est que j'ai deux nombres. 2500 ce qu'elle consomme et les 3000 calories ce que la moyenne devrait consommer. Donc là, ça nous permet d'avoir un comparatif. Déjà, vous allez savoir, soit je suis en dessous de la moyenne, soit je suis plus ou moins dans la moyenne. Sachez que l'individu n'a rien à voir avec la moyenne, mais quand même, ça nous donne une première indication. Donc, si je suis dans la moyenne, je vais prendre une option, je vais adapter les choses différemment que lorsque je suis en dessous de la moyenne. Donc on va prendre ces deux chemins-là. Dans un premier temps, on va partir du principe que c'est le plus simple, je suis dans la moyenne, c'est-à-dire que j'ai traqué mes calories, moi maintenant c'est 3000, l'équation me dit que normalement quelqu'un de mon âge, mon sexe, etc., avec mon activité physique, devrait consommer plus ou moins 3000 calories. Donc le premier truc que je vais faire, moi, c'est placer un focus sur les entraînements de musculation. Quoi qu'il arrive, la musculation, ça va être mon focus. Et ça, il faut vraiment ajuster vos entraînements correctement, faire en sorte que ça soit bien construit, qu'il y ait un système de progression sur le court terme et sur le long terme, que à la salle vous y donniez vraiment de l'effort et qu'on ne fait pas les exercices simplement pour faire les exercices, parce que ça va faire toute la différence. On veut construire du muscle. Le muscle, c'est une structure qui est métaboliquement active, c'est ce qui va vous aider dans votre quête de recomposition corporelle. Donc ça, c'est très 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 important. Okay, donc moi, je ferai mes 3 à 4 entraînements de musculation, c'est le premier truc que je vais faire. Maintenant, si je suis dans mon état de maintenance, je ne chercherai pas à commencer directement avec un déficit calorique. Donc pour perdre du poids, pour perdre du gras, on veut entamer un déficit calorique normalement. Mais pour ce genre de personne qui n'a jamais traqué ses calories, qui ne sait pas vraiment exactement ce qu'elle consomme, qui a suivi des régimes à gauche, à droite, eh bien, ce que je ferais déjà, c'est que j'essaierai d'ajuster les macros. Donc, déjà, prise de connaissance de ce que je consomme, la quantité de ce que je consomme, d'accord, et la répartition de ce que je consomme. Et ça, c'est le premier truc à faire. Donc, j'essaierai de faire en sorte que la personne consomme assez de protéines, assez de bonnes graisses, de bons lipides, et ensuite, on comblerait le tout avec des glucides. Donc, c'est très simple. De manière générale, on va viser 1,6 à 2,2 grammes par kilo de masse maigre. Si vous ne connaissez pas votre masse maigre, eh bien, disons que vous allez partir sur le poids idéal. Imaginons que vous fassiez 100 kg. Ok, donc 100 kg, j'aimerais perdre 20 kg, j'aimerais arriver à 80 kg. Ok, je vais me baser sur les 80 kg. Je vais faire 2 fois 80 kg, ça va me donner 160 grammes. Je dois consommer 160 grammes de protéines. Ok, règle facile à utiliser, d'accord, qui est applicable et une marge d'erreur qui est très 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 basse. Et même s'il y a une marge d'erreur, eh bien au final, ça va pas vous coûter grand chose. D'accord, donc gardez cette quantité là. Ensuite, je vais utiliser le reste de mon apport en lipides et en glucides. Je vais répartir le tout un peu comme je le souhaite. Okay, de manière générale, pour les lipides, c'est là où j'allais en venir, 0,8 à 1 gramme par masse maigre, par gramme par kilo de masse maigre ou par poids idéal. Donc le même principe qu'on a utilisé pour les protéines, on va le faire pour les graisses. Donc là, j'ai 80 kilos, c'est mon poids idéal. Je vais consommer 80 grammes de graisse, ok, de bonnes graisses, de bons lipides. Et ensuite, je comble le reste avec des glucides. Aussi simple que ça. Éventuellement, vous pouvez faire une répartition un peu différente entre les graisses et les sucres, les glucides. Ça va pas changer grand-chose. Mais la règle numéro 1, c'est votre consommation de protéines. Il faut ajuster ça. Et dans le meilleur des mondes, eh bien, j'essaierai de diviser cette consommation de protéines en 3 à 4 apports. Okay, 3 apports de 40 grammes de protéines. Aussi simple que ça. 3 apports, matin, midi et soir, vous faites en sorte d'avoir assez de protéines. Je commencerai directement avec ça. Et en faisant ça, avec des entraînements de musculation bien construits, on devrait déjà voir un changement. Déjà, une composition, vous allez perdre du poids, vous allez perdre du gras, pas forcément du poids, vous allez perdre du gras. Vous allez voir que vous allez vous sentir différemment, vous allez vous sentir plus fort, plus forte, et votre composition corporelle va déjà changer. Maintenant, peut-être que ça va pas assez vite, ça va pas là à la vitesse à laquelle on aimerait aller et qu'on aimerait accélérer tout simplement le processus. Et là, c'est là où je passerai à la prochaine étape. Après quelques semaines, quand le progrès commence à stagner, il faut toujours se dire ça. Ça, c'est très important que je le mentionne ici parce que je vais le répéter après. Quand le progrès commence à stagner, on passe à la prochaine étape. Donc, il ne faut pas balancer tout d'un coup. Il ne faut pas utiliser toutes ces cartes d'un coup. On veut vraiment procéder par étapes. J'utilise l'analogie à chaque fois du citron ou de l'orange. On presse jusqu'à ce qu'il y ait plus de jus. Ensuite, on prend un autre citron, une autre orange. Ça ne sert à rien de faire un demi-squeeze, un demi-squeeze, un demi-squeeze. On presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Une fois que j'ai maximisé cette première stratégie, ok, là, je peux entamer un déficit calorique. Et là, je vais entamer un déficit calorique
règles d'or comme ça, on peut être plus précis. Nous, on sait exactement comment faire les choses précisément pour les élèves du programme Mentorship qui ont fait le module nutrition où on est très précis. Là, règle d'or, vous pouvez commencer avec un déficit calorique de 10 à 15%. Okay, c'est déjà un bon déficit calorique. Partez sur du 10%. 10% simple. Imaginons que je consomme 3000 calories. Ok, 10%, 300, j'enlève 300, je vais consommer 2700 calories. Ok, 2700 calories, j'ai déjà créé un déficit de 300 calories. Et je continue, ok, je surfe sur la vague. Comme on dit en anglais, you gotta ride the wave. Donc on continue à surfer sur la vague jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vague. Et on continue avec nos entraînements en musculation, construit toujours dans le progrès, etc. On se challenge. Une fois que j'ai fait tout ça, éventuellement, ce que je peux faire, pour accélérer un peu le processus, eh bien, je peux rajouter une séance cardio. Elle a déjà une séance cardio, on a dit qu'on pouvait la remplacer avec la musculation. Ok, je peux rentrer mes séances cardio à ce moment-là pour rajouter un peu plus de dépenses énergétiques. Et là, voilà, on a déjà 3 entraînements de muscu et une séance cardio, on est au top. Éventuellement 4 séances de muscu ou 3 séances de muscu et 2 séances de cardio. On augmente encore plus notre dépense énergétique parce que la personne ici avait accès à 5 séances. Okay, donc c'est une bonne fréquence d'entraînement et croyez-moi, on peut avoir énormément de succès avec ça. Okay, donc ça, c'est tout ce qui concerne l'entraînement. Éventuellement, en annexe, ce que je vais chercher à faire, c'est que je vais chercher à me fixer un objectif bien précis en termes d'activité hors du sport. C'est ce qu'on appelle le NEAT, Non-Exercise Thermogenesis Activity. J'ai dit quoi? Non, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Okay? C'est le NEAT, le fameux NEAT en anglais. Donc en gros, c'est tout ce qui n'est pas lié directement à l'activité physique, la dépense énergétique qui n'est pas liée à notre sport. Donc ça représente tout et n'importe quoi. Moi qui vous parle maintenant, qui balance mes mains dans tous les sens. Mais dans l'industrie, ce qu'on aime bien utiliser, c'est qu'on aime bien utiliser le nombre de pas qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier aujourd'hui. Même si c'est pas exactement précis, on a une base. Et si on augmente cette base, eh bien on sait qu'on est en train de tout simplement augmenter notre activité hors du sport. Donc vous pouvez utiliser votre Apple Watch, la montre que vous utilisez, Garmin, peu importe, votre téléphone portable. Vous faisiez 5000 pas par jour, ok, on va augmenter à 6000 pas par jour. Et on essaie de le faire graduellement. Encore une fois, step by step, une étape à la fois, une orange à la fois, un citron à la fois. On squeeze complètement et ensuite on passe à la prochaine étape. Et éventuellement, on peut continuer après quelques semaines. Moi, je dirais, on fait ça pendant 2-3 mois, ok, 2 mois en tout cas. Ensuite, on redescend encore une fois les calories éventuellement. Si c'est soutenable, on se sent bien, la répartition des macros fait qu'on est assez rassasié, on n'est pas frustré, on est dans la bonne direction. Bam, je peux descendre, j'étais à 2700 calories, je peux descendre vers les 2500 calories. Ah, 2500 calories, 2400 calories, je me sens très bien. Bam, là je commence à vraiment perdre de la masse grasse, ma composition corporelle a commencé à changer. Donc voilà, je vous ai donné du free game ici. Si vous avez entamé différents régimes et que vous étiez en dessous de la moyenne par rapport à votre métabolisme basal, eh bien ça c'est la première, pardonnez-moi, si vous êtes dans la moyenne, c'est la première stratégie. Maintenant, imaginons qu'on soit en dessous de la moyenne, c'est-à-dire que notre métabolisme basal soit en dessous de ce que l'équation nous a donné. Donc le premier truc à faire, c'est de chercher à réajuster notre métabolisme basal pour revenir à une norme ici entre guillemets, ok? Et à partir de la norme, on va pouvoir commencer à réduire. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font et que beaucoup de coachs font. Et je vous garantis ici, nous, on a repris des dizaines, je peux même pas vous dire des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fait des régimes avec des coachs pour avoir les photos avant-après. C'est sur leur site avant-après. Ouais, mais t'as fait manger, la fille a mangé 800 calories, elle a plus ses règles, etc. Elle était vraiment dans la merde, ok? Donc là, le problème, ce qui se passe, c'est que ces gens consomment 1000 calories, 1200 calories. Le coach dit, ouais, ok, facile pour perdre du poids. Ben, je vais te faire manger 600 calories. Ok, c'est facile de faire perdre du poids à quelqu'un comme ça. Mais, encore une fois, c'est pas intéressant parce que vous mettez votre santé à risque et c'est pas soutenable sur le long terme et vous allez reprendre plus de masse grasse. Les prochains régimes vont être encore plus compliqués. Donc ne faites pas cette erreur, je vous en supplie. Donc ça, c'est pour vous vraiment si vous avez entamé plusieurs régimes. Voici ce qu'on doit faire dans un premier temps. Ce qu'on veut faire, c'est, comme je l'ai dit, rééquilibrer le tout. Donc on doit revenir à une norme. Imaginons que 3000 soit ma norme. Eh bien, moi là, je suis à, on va dire, 2000 calories. Mais je veux graduellement remonter mon métabolisme basal pour arriver vers les 3000 calories. Encore une fois, regardez ces chiffres ici, c'est arbitraire, c'est simplement conceptuel. Et l'idée, c'est de comprendre que
le métabolisme basal s'adapte, comme je l'ai dit, il s'est adapté à la baisse, mais il peut également s'adapter à la hausse si on fait les choses correctement. Et le secret, en fait, c'est de ne pas trop augmenter ses calories d'un coup pour ne pas accumuler trop de masse grasse. Parce que c'est ce qui se passe. Je le répète à chaque fois, on ne peut pas prendre de la masse musculaire aussi rapidement qu'on perd de la masse grasse. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'erreur que la plupart des bros font à chaque fois qu'ils font des phases de bulking où on cherche à faire de la prise de masse. On consomme trop de calories, mais le corps, il ne peut pas s'adapter. Le métabolisme ne va pas s'adapter, il ne va pas construire du muscle aussi rapidement, donc il va stocker tout ça en graisse. Donc nous, on aimerait éviter de faire cette erreur. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est que on aimerait graduellement augmenter notre consommation calorique jusqu'à arriver à cette norme. Et on va le faire très gentiment, de manière très conservatrice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par réajuster les macros dans un premier temps. C'est la même règle de base qu'on a vu auparavant. Okay, donc je réajuste mes macros et à partir de là, je vais chercher à augmenter ma consommation calorique de 5%, disons. Okay, on est conservateur ici. On prend notre temps. 5%. Et chaque 2-3 semaines, j'analyse le progrès des choses. Chaque 3 semaines, j'augmente ma consommation, encore une fois, de 3%. Okay, chaque 3-4 semaines, j'ai dit 3 semaines, chaque 3-4 semaines, pardonnez-moi. J'augmente de 5%. J'ai augmenté de 5%, cool. J'ai pas changé trop de composition corporelle. Ma masse grasse est toujours plus ou moins la même. Jusqu'à arriver au bout de 3 blocs d'entraînement, toujours focus sur la musculation à 100%, rien ne change en termes des entraînements, focus à 100% sur ça, sur le développement esthétique, sur le développement de notre force, etc. Et j'arrive éventuellement au stade où j'atteins ma base, ma moyenne, on va dire, tout ce qui est normal. Éventuellement, là, ce que je vais chercher à faire pour ce genre de personnes, c'est que je vais chercher à continuer à pousser le processus encore un peu si j'arrive. C'est-à-dire que si 3000, c'est la norme que j'ai voulu atteindre, je vais chercher à pousser vers les 3100, 3200, ok, 3300, sans trop rajouter encore une fois de masse grasse. Et c'est là où, normalement, on va arriver à un stade où on sent que, hey, là, je commence à rajouter de la masse grasse. Ok, on stop, ok. Donc là, j'ai squeezé le citron jusqu'à ce que je ne pouvais plus le faire. Maintenant, je vais entamer le processus différemment. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'arrive dans la base normale. Donc là, je peux entamer un déficit calorique normal et reprendre les règles qu'on a vues auparavant, les étapes qu'on a vues auparavant. Je vais entamer mon déficit calorique avec un déficit de 10% plus ou moins en gardant mes macros comme je l'ai dit. Okay, donc relativement simple. Vous continuez à faire ça en suivant exactement les mêmes étapes. La seule différence va être le début du processus. Et ce début de processus peut être relativement long, comme je l'ai dit. Donc beaucoup de personnes veulent précipiter les étapes. Et comme j'ai dit avec beaucoup de nos clients, c'était ça. Pendant 6 mois, écoute, on ne va pas perdre de poids. Et c'est dur parce que les gens veulent ça. Tu ne vas pas perdre de poids, mais tu vas développer une meilleure relation avec la nourriture. Tu vas rééquilibrer le tout. Tu vas voir qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Tu vas savoir exactement quoi consommer, comment le consommer chez toi ou à l'extérieur, etc. Et une fois qu'on a rétabli une bonne base, où tout fonctionne bien dans ton corps, parce que c'est ça aussi. On va voir que ces personnes qui ont fait des régimes hardcore, qui ont subi ces dictatures de certains coachs qui veulent simplement la photo avant-après. Mais méfiez-vous, ils ne montrent jamais la photo après-après. C'est pour ça que j'aime pas trop ces photos avant-après personnellement et qu'on poste pas trop tout ça, malgré le fait qu'on en a énormément en stock. Donc, quoi qu'il en soit, l'idée c'est vraiment ça, c'est de comprendre qu'on va faire les choses minutieusement. Et une fois qu'on a atteint le moment où on peut entamer ce déficit calorique et chercher à perdre de la graisse, et bien là on peut faire les choses. Et là on peut faire les choses plus ou moins vite en fonction de nos deadlines, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Personnellement, j'ai procédé même comme ça pour moi, parce que j'ai fait énormément de régimes yo-yo, etc. à l'époque, et je consommais très peu et je voyais que je prenais à chaque fois de la masse grasse. Donc je me suis dit, attends, il y a un problème. C'est là où j'ai commencé à étudier tout ça. Et figurez-vous que j'ai utilisé le même processus et ça m'a pris 1 année pour remonter à une maintenance calorique très élevée. Mais j'étais arrivé à une maintenance calorique qui était tellement élevée, et je faisais une prise de masse entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça parce que j'ai jamais fait vraiment de prise de masse, mais je cherchais tout simplement à consommer plus de calories, je m'entraînais beaucoup, donc j'ai pris de la masse musculaire et ça m'a pris 9 mois pour rééquilibrer le tout, et je suis arrivé à une consommation calorique qui était tellement élevée et ridicule que je devais manger, c'était hardcore, je devais manger des chocolats, des trucs, etc. pour pouvoir atteindre la quantité calorique que je voulais atteindre. Et quand j'ai entamé une légère sèche, légère, encore une fois, c'est l'été, on a envie de sécher un tout petit peu, et bien c'est trop facile. J'ai juste à plus manger les chocolats, mais j'arrive à manger tout ce que j'arrive à manger. Aussi simple que ça, croyez-moi, c'est ridicule. Okay, si vous faites les choses méthodiquement, c'est ridicule. Le corps s'adapte à la hausse comme à la baisse. Donc la vraie question c'est ça, okay, faut-il commencer avec une perte de poids ou alors une prise de masse? Ça va dépendre de où on se situe. Suivez ces étapes-là et croyez-moi, ça peut vous aider.
Maintenant, parlons programmation. J'ai reçu plusieurs questions ici, je vais les lire et c'est des questions qui rejoignent à chaque fois la programmation pendant la saison pour les athlètes. Et ça s'applique pour tous les athlètes. Salut Kevin, concernant ta vidéo sur comment améliorer la vitesse pour un footballeur, je voulais savoir comment tu programmes les deux séances dont tu parles. Une à dominance force et l'autre à dominance vitesse. Tout en sachant que je m'entraîne le mardi, mercredi, vendredi et en match le dimanche. On nous dit également que le lundi, donc J+1 du match, c'est bien de reposer l'organisme car le lendemain du match, j'ai beaucoup de déchets, courbatures, etc. Donc, je voulais en savoir plus sur la programmation. Merci à toi. Ensuite, j'ai une autre question, j'en ai plusieurs, mais en vrai, une autre question aussi qui est reliée à ça. Pratiquant le foot à un bon niveau et avec 3 entraînements par semaine et un match le week-end, je voulais savoir si une séance à la salle ou sur terrain, en plus de développer sa vitesse / explosivité, était suffisant. Il y a aussi une peur d'en faire trop et le risque de blessure du coup. Ok, donc ça c'est des questions qui sont très pertinentes et qui reviennent souvent et qui malheureusement ne sont pas assez comprises selon moi, et peut-être qu'on aura des discours différents entre un coach et un autre coach. Mais je vais vous dire ce que moi j'utilise avec mes athlètes. J'entraîne des athlètes pendant la saison et pendant la off-season. Donc pendant la off-season, je dis déjà, c'est un focus différent. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 80%, pendant la saison, 80% de notre sport, foot, basket. Pendant la off-season, c'est l'inverse. Okay, on fait 80% de salle, 20% de notre sport de prédilection. Foot, basket, boxe, peu importe. Okay, donc c'est comme ça qu'on va organiser le tour. Donc l'idée, c'est vraiment de donner la dose minimale effective sur les qualités qu'on cherche à développer ou à maintenir. J'ai fait un épisode là-dessus, l'épisode d'il y a 2 semaines si je ne me trompe pas. Allez checker tout ça. Je parle de tout ça un peu plus dans les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire la chose, on va organiser le tout de la manière suivante. Déjà, il faut comprendre que conceptuellement, on veut travailler en salle de sport sur les qualités qu'on ne va pas développer ou travailler durant nos entraînements de foot. De manière générale, lorsqu'on fait un entraînement de foot ou lorsqu'on fait un match de foot, eh bien, on est sur un spectre d'intensité, on est dans la zone moyenne. Les gens pensent qu'on est à haute intensité parce qu'on fait des 3 sprints, etc. Non, non, non. On est dans la zone moyenne. Okay, donc pensez à ça. Intensité très élevée, intensité moyenne et intensité qui est basse. On est dans la zone moyenne. Et la zone moyenne, c'est la pire des zones parce que c'est la zone qui nous fatigue nerveusement. C'est la zone qui nous fatigue musculairement parlant, articulairement parlant, parce que on arrive à faire beaucoup de volume, d'accord, comparé à la haute intensité. On fait énormément de volume et ça nous bute, ok. Donc, ce que je dis, c'est très simple. Nous, ce qu'on n'aimerait pas faire lorsqu'on fait nos entraînements en salle, c'est de viser cette zone moyenne. On veut être dans les extrêmes absolument. On veut être soit dans du très élevé, soit alors dans du très bas. Quand on est dans du très élevé, eh bien, le volume est très bas. Quand on est dans une intensité qui est très basse, le volume est très élevé, mais a des bienfaits. Okay, c'est-à-dire que ça ne va pas porter préjudice à nos entraînements parce que l'intensité est tellement basse qu'au contraire, ça ne va que favoriser notre récupération, ça ne va que apporter des bénéfices. Donc ça, c'est le premier truc à comprendre. On veut se situer dans les extrêmes. Ensuite, ce que j'aime utiliser, c'est une méthode très simple que j'ai appris de Charlie Francis, qui était un fameux coach de sprint, qui en gros s'appelle la méthode high-low. Okay, donc élevé et bas, ok, élevé et bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des jours où on a une intensité qui est élevée et il y a des jours où on a une intensité qui est basse. Et le concept avec la préparation physique, c'est de pouvoir s'aligner avec les entraînements, avec la priorité qui sont les entraînements de notre sport respectif. Le foot en l'occurrence ici ou le basket, peu importe. Et l'idée, moi, c'est que je vais chercher à m'aligner avec ça en disant le jour où au foot, on fait de l'intensité élevée, et bien en salle de sport, on va faire de l'intensité élevée. Le jour où on fait de l'intensité basse, nous aussi, on va faire de l'intensité basse. Donc, on va essayer de caler tout le même jour. Donc, quand on y va à fond, on y va à fond. Quand on relâche le pied de l'accélérateur, on relâche complètement le pied de l'accélérateur. Quand c'est off au foot, c'est off pour nous également. Sauf si l'athlète préfère quand même faire quelque chose. Okay, donc, c'est ça l'idée vraiment. Maintenant, comme j'ai dit, on veut développer les 2 qualités athlétiques les plus importantes. Les 3 qualités athlétiques qui sont les plus importantes selon moi sont les seules qualités athlétiques qu'on veut développer, qui sont la force, la capacité à produire un maximum de force, la capacité à produire un maximum de force le plus rapidement possible, ce que la plupart des gens appellent la puissance, d'accord, et l'endurance, aussi simple que ça. L'endurance, c'est votre sport, c'est ce que vous faites. Okay, vous jouez déjà à votre sport, vous avez un cardio de ouf, vous avez un réservoir de ouf, vous faites ça depuis que vous avez 2 ans, vous jouez pendant 90 minutes. Ok, ça c'est pas mon taf. Okay, maintenant, éventuellement, vous pouvez rajouter du travail à basse intensité comme je l'ai dit. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais viser
à travailler sur, je vais travailler sur mes jours, ok, force max ou vitesse max, / puissance. Maintenant, un jour, imaginons que ça soit le lundi à la salle, on envoie, et sur le terrain, on envoie, c'est là où le gars va faire des sprints un peu plus longs, etc. et un peu des challenges d'équipe. Ce jour-là, à la salle, je vous donne un sample qu'on fait par exemple avec mes clients, avec les athlètes que j'entraîne. Et bien simple, on va commencer avec du travail de pliométrie, ok, travail de pliométrie, on va faire des sauts. Et ensuite, on va faire notre lift, notre exercice, où on va faire de la force max. Peu importe l'exercice, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus. Deadlift, squat, vous choisissez, peu importe. Et là, on va vraiment viser la charge la plus élevée qu'on arrive à lever pour la journée, ok, sur le nombre de répétitions demandées, tant que ça reste dans une intensité qui est élevée. Pour les plus avancés, en général, pour mes athlètes, on va rester sur du 3 RM, ok. On va viser du 3 RM. 2, 3 RM. 2 vraiment pour les plus avancés. 2 si on rate le 3 et qu'on a gardé une marge de sécurité. Pour les moins avancés, je vous invite à rester dans du 5. Ok, 3 à 5. 3 à 5, j'ai fait mon max. Ok, j'ai terminé. Ensuite, un exercice accessoire éventuellement. Donc l'exercice accessoire ou 2 exercices accessoires, ça peut être un exercice accessoire axé sur le haut du corps et ensuite on va coupler avec un exercice en isométrie pour les bienfaits que ça va apporter à nos tendons, à nos ligaments, etc. etc. Okay, et c'est tout. Et j'ai fini la séance. La séance elle est terminée. Basta. Ensuite on a l'entraînement de foot l'après-midi. Okay, pareil pour le jour de vitesse. Exactement la même structure plus ou moins, mais cette fois-ci au lieu d'avoir notre exercice où on va chercher à développer sa force max, cette fois-ci on va chercher à développer notre puissance, on va chercher à bouger le plus rapidement possible sur un exercice bien précis, ok. Donc au lieu des sauts, parfois on va peut-être faire du travail d'accélération, du travail technique d'accélération sur 10 mètres, sur 15 mètres. Et quand on finit ce genre de séance, on a développé notre système nerveux, mais on n'est pas cramé. On n'est pas cramé et on n'a pas de courbature. Du coup, on arrive à l'entraînement, on est bien. Les jours où on va viser l'intensité plus basse, donc les jours où c'est low. Donc ça, c'était les high days. Okay, les jours où c'est low, là, on va faire peut-être soit du travail à basse intensité, zone 2 sur le vélo, etc. pour récupérer. Les jours après match, éventuellement, ça, c'est quelque chose que je recommande qui est intéressant. Et ou alors du travail de mobilité. Et le travail de mobilité, certes, peut être intense, mais il est intense à un niveau localisé. Sincèrement, on n'a pas le même stress systémique sur tout notre système que lorsque on fait un gros back squat ou qu'on fait un autre exercice. Donc selon moi, c'est très bénéfique. C'est là où on va caler des exercices de mobilité bien précis. On finit avec un stretch passif, quelque chose de relaxant. Donc ça ressemble à ça les séances qu'on fait avec mes athlètes pendant la saison. Et c'est court, c'est simple et c'est efficace. Pour les basketteurs, ce qu'ils arrivent à faire, il y en a beaucoup qui le font déjà dans leur team en NBA, mais on recommande toujours des trucs. Moi, j'essaie d'implémenter 2-3 trucs avec ceux avec qui je fais des consultations. C'est le jour du match. Après le match, éventuellement, on va faire un gros lift, soit en iso, soit un gros lift, un top set, et c'est terminé. Ceux qui ont accès directement à une salle. Pour la plupart des footballeurs, ils font pas trop ça, ok. Et puis si vous n'êtes pas à un niveau, si vous n'êtes pas en première ligue ou en Ligue 1, etc., en Serie A, c'est un peu compliqué. Donc vous n'aurez pas accès directement à une salle. Mais vous pouvez faire un exercice en isométrie, par exemple, à la fin, l'exercice comme la chaise, ok. Vous tenez le plus longtemps possible, ça va être bien pour vos genoux, etc. Une série à l'échec. Donc voilà comment vous pouvez maximiser vos gains. C'est relativement simple. Maintenant, vous allez maintenir ça pendant la saison. Ça va vous permettre de maintenir, développer un petit peu. Et pendant la off-season, c'est là où on va bombarder. Okay, vous avez un certain temps off où là, vous devez vous entraîner à fond. Parce que là, vous allez vraiment passer un nouveau palier. Et en passant ce nouveau palier, vous commencez tout simplement la nouvelle saison avec des performances plus intéressantes. Okay, et on va travailler sur des techniques de course, on va travailler sur le développement de toutes ces qualités athlétiques qui sont très importantes. Et on va permettre à notre corps de se reposer, de ne pas toujours mettre les mêmes stress aux mêmes endroits de par notre activité. Donc voilà comment vous devez organiser tout ça. J'espère que ça vous aidera. Les amis, n'oubliez pas d'aller checker le programme Hybride Physique, nouveau programme qui est axé sur le développement esthétique. Il est à 50% il reste encore 3 semaines du coup. Donc profitez de tout ça. Il y a énormément de personnes qui ont rejoint la team. Je me réjouis de partager avec vous. Vous allez voir, il y a plein de gems, plein de petits tips en or qui vont vous aider durant l'exécution de votre programme. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode avec les gens et nous on se voit /parle très bientôt. Peace.